Alors, ce qui serait intéressant avec vous quatre, c'est déjà très rapidement de nous parler de votre parcours, juste avant la fondation de la société ou le fait de rentrer dans cette société. On démarre par toi, Christophe ? Allez, moi je pense que je suis le plus récent entrepreneur des quatre, là, parmi vous. J'ai un parcours en fait qui est assez conventionnel, une école de commerce. Je suis un bébé du marketing direct. Je rêvais de devenir éditeur. Je commençais à travailler dans une boîte de bouquins qui vendait par marketing direct au sein du groupe Bertelsmann. J'ai fait ça pendant 7 ans au Canada puis en France. Ensuite, je suis passé par les Galeries Lafayette. Et là, ça a été une grande maison pour tout ce qui était partie CRM. Je me suis occupé du programme de fidélité des Galeries Lafayette. Et puis ensuite, je suis passé par voyagesncf.com. Bon, j'ai été le directeur marketing durant un petit peu plus de 3 ans. Et là, c'était dans la période de 2005 à 2008. J'ai découvert ce nouveau joujou qu'est le mobile. J'ai été un évangéliste en interne. J'ai souvent été un peu intrapreneur avant de devenir entrepreneur. Et en fait, on a lancé le service dans l'année 2007-2008. Là, on a un point commun, en fait, Sébastien et moi, c'est ce projet, puisque je pense que j'ai fait partie des premiers clients de Bakelite. Et on a confié donc les projets mobiles de Voyage SNCF à l'époque à Bakelite. Et le démarrage assez fulgurant de ces services a fait que je me suis dit, bon, il y a pas mal, tu as un parcours derrière toi, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore saisi ta chance. J'avais fait mes 3 enfants sur le plan personnel et puis j'aspirais à une autre forme de réalisation. Donc j'ai choisi de me lancer en 2008 en ayant en fait un positionnement qui était résolument celui de l'annonceur devenu agence, c'est-à-dire une agence qui a une capacité à intégrer vraiment nativement les préoccupations et notamment les préoccupations héroïstes des annonceurs. Voilà, on s'est lancé comme ça fin 2008 et en 2 ans en fait la société elle a 25 personnes aujourd'hui. Sébastien ? Bonjour, Sébastien Merten. Donc moi je suis ingénieur de formation. J'ai beaucoup travaillé en développement et puis j'ai rejoint dans les années 2000 Vis-à-vis, le portail multi-accès de Vivendi, et ensuite SFR pour m'occuper des portails, que ce soit les portails web ou les portails mobiles. Jusqu'en 2006 ou 2006, on a eu vraiment le sentiment avec 2 de mes associés qui étaient également chez SFR qu'on avait une vraie valeur à apporter le mobile jusqu'aux marques et que l'écosystème était enfin mûr pour sortir du monde opérateur et qu'on allait arriver à proposer du qualitatif, des services qui fonctionnent aux marques sur le mobile. Donc on a décidé de créer Bakelite. Fin 2006, tout début 2007. Bakelite aujourd'hui, c'est encore une jeune société qui comprend plus de 75 collaborateurs et qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rien que sur les dispositifs qu'on appelle les dispositifs nouveaux écrans, donc ça comprend le mobile, ça comprend les tablettes et de plus en plus la télévision connectée, puisque c'est un écran qui a arrivé au cours des derniers mois. Et puis on est plutôt très présent dans le M-Banking, dans le M-Commerce et dans le M-Média. Voilà. Xavier ? Bonjour. À partir de maintenant, vous pourrez m'appeler le vieux, parce que nous sommes anciens. Le vétéran. Le vétéran, le vieux vétéran. Avec 3 des 4 fondateurs d'Airweb, nous sommes des anciens de chez Siemens. On vendait de l'infrastructure réseau aux opérateurs mobiles et fixes jusqu'à fin 99. Donc, arrivé fin 99, on commençait à répondre aux premiers appels d'offres UMTS des opérateurs mobiles, donc des réseaux qui ont été déployés à partir de 2003-2004. Donc on répondait aux premiers appels d'offres UMTS des opérateurs mobiles, et on s'est dit, l'Internet va arriver dans les poches puisqu'on était en train de vendre les réseaux, et on a bien vu que chez Siemens, il allait être difficile d'offrir les services qu'on avait en tête. On connaissait un petit peu le monde du contenu, on connaissait très bien le monde des opérateurs, et on s'est dit il y a une place à prendre pour faciliter l'arrivée des contenus sur les téléphones mobiles des gens, puisque il y a une complexité technologique assez importante, donc des innovations marketing à imaginer qui n'étaient ni le métier des constructeurs, fournisseurs de réseaux, ni le métier des opérateurs à l'époque. Donc voilà, donc fin 99, on a créé Airweb. Dans un premier temps,
gros partenariat avec les opérateurs mobiles depuis le début, depuis ce qu'on appelait le WAP à l'époque, un peu de SMS. Et depuis 3-4 ans, de plus en plus d'acteurs autres que les opérateurs qui nous font confiance pour réaliser des services. Voilà. Allez Antoine. Et moi, donc, je suis le bébé ici, le plus jeune. Et j'ai découvert Quel âge Antoine? Quel âge? 33 ans. Mais j'ai aussi 3 enfants quand même. Hein. Donc, je ne suis pas si bébé que ça, on ne dirait pas. J'ai découvert le mobile en 2000 à Londres, lorsque je travaillais dans une agence de communication là-bas. J'ai rejoint une agence de marketing mobile. Et puis, chaque année, on attendait avec impatience l'année du mobile. Donc, ce n'était pas en 2000. C'était pas en 2001 non plus. C'était pas en 2002 non plus. Et c'était toujours pas en 2003. Et donc, j'ai dit à mes patrons que j'allais monter la filiale française de cette agence donc à Paris. En attendant l'année du mobile, qui donc n'était toujours pas en 2004 ni en 2005, ni même en 2006. D'ailleurs, en fait, je pense qu'il n'y aura jamais d'année du mobile, mais bon. Toujours est-il qu'en fait, tous les 6 mois, les grands groupes se disaient mais on est à poil, on ne sait pas gérer ça en interne. Donc, et c'était l'idée en fait d'avoir créé cette filiale, c'était de pouvoir intégrer un groupe au bout de quelques années. Et donc en fin 2006, début 2007, on a intégré le groupe Aegis, donc qui est la maison mère de Cara et d'Isobar. Et donc depuis début 2007, je gère donc l'agence s'appelle Marvelous, qui est une agence full service mobile qui fait à la fois des campagnes de marketing mobile, des projets plus SS2I comme tout ce qui est M-commerce, ou alors évidemment en embrassant l'ADN du groupe, la partie média. Et donc je gère cette agence en France et je m'occupe du développement du mobile à l'international pour le groupe, qui prend bien d'autres formes que celle qui est connue en France, qui s'appelle Marvelous, puisque c'est à la fois intégré, on y reviendra peut-être dessus sur l'évolution du marché, mais donc voilà, aujourd'hui chez Isobar, il y a 120 personnes dans le monde qui gèrent des problématiques mobiles et qui sont dédiées à ces problématiques à travers les différents bureaux d'Isobar. En détail bien différentes, hein, tous les 4. Est-ce que le marché va très vite là en ce moment, là, depuis on va dire 2007, vraiment très très vite? Il y a une évolution. Comment on fait quand on est une agence comme la vôtre, avec un certain nombre de collaborateurs, pour suivre le bon fil et de se dire il faut que je colle à ce que les annonceurs, mes clients souhaitent, mais aussi leurs clients, les utilisateurs des services mobiles sur lesquels vous travaillez? Comment on fait pour faire face à la rapidité, à la fragmentation qui s'éclate partout voilà, comment on fait? Comment vous réfléchissez à ça? Je vais commencer. Déjà, on ne s'arrête jamais. Parce qu'autour de nous, déjà, on ne s'arrête jamais parce qu'autour de nous, le monde du mobile et des nouveaux écrans, il ne s'arrête pas. Vous le voyez, hein, tous ici, les innovations arrivent de plus en plus rapidement, elles sont de plus en plus rapprochées les unes des autres. En 2006-2007, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas les applications. Donc si on mesure le chemin parcouru depuis, l'iPhone, les applications, Android, l'iPad, Windows Phone 7, la télévision connectée, on se rend compte que c'est permanent. Donc on est en permanence à s'interroger sur finalement quelles sont les innovations qui sont en train d'arriver et comment on peut arriver à les proposer de manière structurée aux marques et donc aux utilisateurs finaux des marques. Ce qui est très intéressant, c'est que globalement, toutes ces innovations qui sont quand même de plus en plus rapprochées, il faut tôt ou tard arriver à les industrialiser. Et je pense que c'est une des grosses problématiques du moment, qui est que les marques ont des parcs applicatifs qui explosent avec une application iPhone, une application iPad, des applications Android, peut-être des applications Nokia et maintenant Windows Phone. Et que globalement, si les marques veulent continuer à s'approprier les nouvelles innovations, il faut qu'ils en rationalisent quelques-unes. Et donc de plus en plus dans notre mission, agence mobile, on a cette double casquette d'à la fois apporter de l'innovation aux marques et à la fois leur permettre, par notre savoir-faire, d'industrialiser les innovations qui commencent à arriver à maturité. Xavier ? Je rejoins complètement ce que vient de dire Sébastien. Nous, le choix qu'on a fait depuis le début, c'est d'avoir une très grosse compétence technique avec une équipe dédiée R&D. Donc il faut absolument en permanence surveiller ce qui se passe, regarder ce qui se passe chez nous, outre-Rhin pour ce qui nous concerne, outre-Atlantique, outre-Manche, et regarder un petit peu, même côté Asie évidemment, tout ce qui arrive, tout ce qui peut arriver, être en contact permanent avec les constructeurs, en contact permanent avec les opérateurs,
et essayer d'anticiper ce qui va pouvoir plaire aux annonceurs ou aux médias ou aux marques. Je pense qu'il y a une chose qui est importante en fait pour tout acteur qui veut avoir une offre consistante et puis durable sur ce marché, c'est la qualité des personnes dans l'équipe. Ça a l'air d'être un lieu commun et puis je me rends compte en fait au cours des 2 dernières années à quel point c'est vraiment fondamental. Donc chez nous en fait la clé du succès c'est la qualité des recrutements et la vitesse en fait à laquelle les salariés en fait arrivent à intégrer toutes les meilleures recettes. Et pour ça, ensuite, derrière, c'est aussi le fait de savoir faire le bon mix entre ce qui tourne, on va dire, autour de la production et puis ensuite de l'innovation. Donc chez nous, la production, elle est à la fois technique et marketing. Donc il y a maintenant en fait des process qui sont complètement éprouvés. On travaille pour des grands annonceurs e-commerce qui passent au m-commerce, par exemple. Et là, il y a des attentes très fortes. Et puis côté innovation, c'est d'avoir la longueur d'avance. Finalement, on sort de la période où les marques avaient besoin de construire leurs édifices sur le mobile, leurs magasins, et on rentre dans la période où il s'agit de faire venir beaucoup de clients dans ces magasins mobiles. C'est pour ça que nous, l'innovation, on la porte particulièrement sur le média mobile, et on a développé une plateforme qui permet à la fois de gérer et de mesurer la performance de tous les dispositifs campagne mobile, qui est assez unique sur le marché, et qui représente en fait un moyen extrêmement rapide pour les annonceurs de rentabiliser leur démarche sur le mobile. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec les utilisateurs de vos clients ? Est-ce que vous regardez, par exemple, les créateurs de mode aujourd'hui pour faire que la mode fonctionne, ils vont dans la rue et ils regardent comment les gens s'habillent. Alors il y a des cabinets spécialisés qui font ça. Est-ce que vous faites ça dans vos agences ? Est-ce que vous allez voir comment les gens utilisent peut-être vos applications, mais les applications des autres? Ce qu'on fait, je pense qu'on passe tous par là, notamment pour les clients qui ont des budgets, c'est on fait des panels où on passe des protos à des consommateurs, comme on le fait par exemple avec Monoprix, je sais qu'ils sont dans la salle aujourd'hui. Donc on construit une application m-commerce, on fait un proto et on travaille avec des agences spécialisées comme Harris Interactive qui vont faire des entretiens one-to-one avec chaque personne pour récolter des feedbacks sur l'ergonomie, la façon dont elle est conçue, cette application. Donc ça, c'est une fois qu'on est en phase de création. Et en amont, après, comme tu l'as dit, il y a des cabinets d'études. Nous, chez Isobar, on a un planning stratégique qui intervient pour toutes les agences. Donc ils sont 6 ou 7 personnes et donc ils travaillent sur toute la partie données, comportement, etc. pour détecter les nouvelles tendances. Mais je dirais qu'il n'y a pas trop de... Enfin, nous, on est dans le mobile et on lit, et on est complètement imprégné, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui nous apporte. Enfin, c'est des choses qu'on sent aujourd'hui. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est une fois que tu es dans un projet concret et que tu le sors, surtout après 6 mois de travail où tu as du mal à sortir de la tête du guidon, c'est vraiment de le mettre entre les mains d'un consommateur et de voir ses feedbacks, même s'ils sont parfois un peu difficiles à recevoir. Et il y a à la fois les feedbacks utilisateurs qu'on peut récolter de cette manière-là, et puis ensuite il y a tout ce qu'on constate dans les applications. C'est pour ça que toute la partie analytics est extrêmement importante. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'ensemble des parcours qu'on observe dans les sites ou les applications qu'on a lancées pour le compte de nos clients. On rentre en atelier avec eux pour comprendre finalement quels sont les modes d'utilisation les plus fréquents, pour détecter du coup en fait des choses qui sont mal cernées et puis améliorer l'application. Ça, c'est un levier extrêmement important d'amélioration des services. On travaille sur des choses qui n'existent pas. Bien souvent, quand un nouvel écran arrive, ça n'existe pas. On ne veut surtout pas être dans le copier-coller du web, de l'Internet fixe. Donc ça veut dire qu'on est dans un premier temps obligé de créer, d'imaginer, d'inventer une expérience utilisateur qui n'existe pas dans les premières versions. Et je te coupe parce que tu peux rappeler l'anecdote avec France 24, c'est intéressant quand même. Oui, je crois qu'ils sont dans la salle, oui. Donc ils en parleront peut-être mieux que moi. Mais effectivement, France 24 arrivait à proposer des expériences qui soient à la fois texte, vidéo, images, des contenus extrêmement riches, et d'arriver à apporter une expérience utilisateur qui soit différenciante, différenciée de ce qu'on peut trouver
à la fois sur le mobile, parce qu'un iPad n'est pas un iPhone, et sur le web, parce qu'encore une fois, un iPad apporte plus de choses qu'un PC. Il faut réinventer les expériences. Et donc là, on est vraiment au cœur de notre métier, avec des studios de création qui sont en bench permanent par rapport à ce qui se fait sur l'ensemble des écrans, et qui essayent d'en faire en permanence la synthèse et de créer de la valeur écran par écran. Après, effectivement, on a, mais comme je pense toutes les agences chez Bakelit, une entité qui s'appelle Bakelit Conseil et qui commercialise ce qu'on appelle des panoramas, c'est-à-dire c'est des benches sur des secteurs d'activité avec énormément de valeur ajoutée pour qu'une marque puisse se projeter et se comparer par rapport à tout ce que fait son environnement concurrentiel. Sur ce que tu disais, on crée tout et on n'a pas de référence, je suis en partie d'accord, mais je trouve qu'on a quand même la chance d'avoir, typiquement sur des projets lourds comme des projets e-commerce, on a la chance, et toi tu dois, avec la connaissance que tu as de Voyage SNCF, d'avoir ces learnings du web. Et si je prends un exemple concret, en tout cas à nouveau sur Monoprix, on s'aperçoit sur Monoprix que 93% des gens ils ajoutent une fois un produit, d'accord ? Donc 93%, c'est énorme, c'est-à-dire que la plupart des gens, à chaque fois, quand ils vont prendre un produit, ils l'ajoutent qu'une fois. Et ben, quand on connaît cette information du web, qui est très susceptible de se reproduire sur le mobile, et ben on se dit qu'on n'a pas besoin, dans la ligne d'ajout du produit, d'avoir un petit moins, le chiffre et le petit plus. Il suffit d'avoir juste un gros plus et une matérialisation concrète de l'ajout du produit au panier. On se dit que c'est suffisant. Et ensuite, quand on regarde l'ergo, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide. Donc, il faut pouvoir offrir aussi pour les 7 autres pourcents un moyen facile d'ajouter un deuxième produit, mais c'est pas très compliqué. Et donc, c'est quand même, et des exemples comme ça, il y en a des centaines. C'est-à-dire que c'est quand même bien d'avoir les learnings. Et je connais bien Voyage SNCF puisqu'on gère encore aujourd'hui le média. Il y a plein de choses par rapport au contexte d'achat sur le web qu'on va retrouver d'une façon évidemment transformée sur le mobile, mais par rapport à l'immédiateté de l'achat, le contexte dans lequel il est fait, etc. Toutes ces données-là, on peut s'en servir pour optimiser l'expérience du consommateur et après ajuster effectivement en fonction des différences propres à la plateforme mobile. Mais on ne part pas de zéro comme quand tu as dû travailler sur l'e-commerce de VSC il y a 5 ans, où là vraiment on part en mode commando et puis on verra ce que ça donne, quoi. Quelques chiffres. Vous avez quelques chiffres sur vos réalisations à nous donner? Nous, on est très câblés en fait sur des acteurs qui sont des marchands, alors et qui sont parfois aussi issus du voyage. Donc, on a par exemple accompagné Disneyland Paris dans la réalisation de son app. Aujourd'hui, en fait, c'est c'est entre 500 000 et 1 million de personnes. Je ne communique pas les chiffres, c'est eux qui le font. C'est leur application. On a fait que les aider à la concevoir, à la développer, à la marketer. Et c'est vraiment une application qui est énormément utilisée dans le parc, puisqu'elle a une valeur qui est intéressante, c'est qu'on peut connaître les temps d'attente des attractions. AccorHotels.com, pareil, en fait, alors que c'est un marchand, donc c'est pas non plus un média, une marque qu'on ira regarder tous les jours. C'est plus de 500 000 personnes qui l'ont téléchargé, et c'est cette année plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'Accor va réaliser, en fait, ce qu'ils annoncent sur le mobile. Ouais. Christophe, tu me racontais il y a quelque temps, c'est un truc intéressant qui se passe quand on télécharge l'application du web, oui, pour son iPhone. Tu te rappelles de ça ou pas? Pas du tout. Bon, tu es sur le web, tu es sur l'App Store, tu télécharges ton application, mais tu la télécharges, donc vous la comptabilisez, d'accord? Oui. Mais on ne connecte pas tout de suite son iPhone. Vas-y, raconte ça un peu. Oui. Non, ça, c'est une question finalement de métriques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a déjà dépassé le moment où on mesure la performance sur le mobile en se disant combien on a fait de téléchargements. Ça, c'est pour se la comparer en fait les uns les autres, mais c'est pas le sujet. D'abord, en fait, toute une partie des gens qui téléchargent ne lancent jamais l'application. Donc, 6 mois après en fait, avoir fait vos campagnes, vous avez fait un gros score de téléchargement. En réalité, il y en a 10 à 15% qui ne l'auront jamais lancé. Et c'est surtout ceux qui ont téléchargé depuis le web, parce que ces gens-là, il y en a qui ont tendance à jamais brancher leur iPhone. Il y en a encore qui sont comme ça. Le second point, c'est qu'une grande partie des gens qui l'ont téléchargé et lancé pour une première fois vont l'utiliser seulement une fois. On se rend compte en fait que des gens qui ont utilisé
plus qu'une fois une application, ça représente 60% de ceux qui l'ont lancé la première fois seulement. Et puis ensuite, ça baisse très 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 vite. Donc on peut se retrouver avec des scores massifs de téléchargement et des taux d'usage presque nuls. Et quelle est en fait la recette pour faire en sorte de ne pas tomber dans cet écueil? Bon, bien sûr, la qualité du produit, son ergonomie, son attractivité, ça va de soi. Mais derrière ça, c'est la capacité qu'on a à entrer dans une démarche CRM. Et derrière ce mot pompeux, très concrètement, aujourd'hui, sur les applications, c'est le push notification sur l'iPhone, des alertes sur Android. Et là, en fait, on rentre vraiment dans les bonnes pratiques du marketing direct avec la capacité qu'on peut avoir à alerter à bon escient des utilisateurs sur des critères explicites qu'ils ont choisis ou alors en fonction de la segmentation qu'on peut avoir. Voilà. Si je peux... quelque chose à ne pas oublier, on parle beaucoup d'applications. Il y a des sites internet mobiles qui font énormément de trafic et qui en font depuis plusieurs années. Je parle notamment des services de sport de l'équipe, par exemple, qui font plusieurs millions de visiteurs uniques par mois, énorme récurrence d'usage, une visibilité pour les annonceurs qui montent des partenariats avec cette structure, une visibilité très forte. Et donc le site internet mobile permet de toucher l'ensemble des gens qui ne sont pas forcément équipés d'iPhone ou de smartphones assez évolués. Donc site internet mobile, encore très très forte croissance. On voit un retour vers ces technologies puisque le coût de développement d'une application sur l'ensemble des plateformes peut représenter quelque chose d'assez important. Donc à ne pas oublier le site internet mobile qui fait vraiment d'énormes trafics et avec une croissance et une récurrence d'usage assez impressionnante. Oui, je suis d'accord avec ça. Et je voulais rajouter quand même 2-3 trucs sur les applications en termes de chiffres. Alors, je vais volontairement un petit peu embrouiller les cartes, mais vous essayerez de les débrouiller. On a 3 clients dans le M-commerce que sont effectivement Vente Privée, la FNAC et voyagesncf.com. Et si on regarde les chiffres d'affaires réalisés par mois, c'est pour démontrer que le M-business aujourd'hui, c'est une réalité. Sur ces 3 acteurs, il faudra retrouver qui est qui, mais ils font entre 1 et plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois sur les dispositifs mobiles. Hein, donc millions par mois. Voilà, par rapport au prix d'un dispositif mobile, on voit bien qu'on est sur des retours sur investissement qui peuvent être tout à fait satisfaisants et qui n'ont plus rien à voir avec l'investissement initial, bien sûr. Bon, ça serait dommage que vous endormiez en fait avant 10h du matin. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Xavier. Et puis, comme en fait, il y a cette espèce de débat à la fois artificiel et souvent stérile entre les sites et les apps, on va le lancer juste pour s'amuser parce que c'est quand même en fait la tarte à la crème du mobile, ce sujet. Pour info, on l'a traité l'année dernière sur la conférence quand même, et profondément. Mais il est tellement traité qu'à l'arrivée, en fait, je trouve qu'il en sort généralement que des choses assez... ça tourne en rond. Il y a encore eu dans le journal du net un petit concurrent à tes services, un article récemment. Alors, moi, je suis complètement d'accord sur le fait de dire qu'il y a une convergence qui est en train de s'opérer entre les sites et les applications sur le plan technologique. Ça, c'est une évidence. Je pense que Sébastien pourra en parler. Et aujourd'hui, il y a une véritable réponse à apporter à ça. Bakelite fait partie des gens qui apportent une réponse extrêmement crédible sur le sujet. En revanche, si on est pragmatique et qu'on analyse les usages, aujourd'hui, des sites Internet mobiles qui arrivent à faire les niveaux d'audience et la croissance des audiences qu'on arrive à faire au travers d'applications lorsque celles-ci sont lancées de façon efficace, ça n'existe pas. La courbe de croissance d'un site Internet mobile, elle est intéressante parce qu'elle peut être sur l'ensemble des terminaux. Elle ne va pas se limiter à l'iPhone ou l'Android, mais elle est lente, elle est longue. Elle a un potentiel énorme, mais ça prend des années en fait que de réussir à rentabiliser une démarche lourde, notamment en M-commerce, au travers d'un site internet mobile. Mais il faut le faire parce que effectivement, en fait, un jour, il y aura beaucoup de trafic là-dessus. On voit d'ailleurs en fait qu'en dehors de Google, les gens en fait vont assez rarement aller taper des URL, etc. sur le mobile, et que jusqu'à présent, Google Mobile n'est pas si utilisé en fait que ça. À côté de ça, les applications, lorsqu'elles sont bien conçues et lancées de façon efficace, elles arrivent à capter en quelques semaines des niveaux d'audience qui sont tellement importants et à faire derrière une intensité d'usage, c'est-à-dire fréquence d'usage
profondeur d'utilisation, transformation marchande si on est sur un service marchand, qui n'a rien à voir avec un site internet mobile. Donc aujourd'hui, la réalité, c'était le cas en 2009, c'était le cas en 2010, c'est le cas en 2011, c'est qu'il n'y a pas de ROI à attendre rapidement d'un site internet mobile. En revanche, du côté des applications, on est capable d'avoir des retours extrêmement rapides. Et oui, bien sûr, il s'agit de trouver, sur le plan technologique, des couplages intelligents pour être capable, du point de vue des coûts, d'avoir des économies d'échelle et d'aller adresser au-delà du court terme tous les enjeux que recouvre le mobile, et c'est à la fois applicatif et site. Là-dessus, il y a deux sujets. Il y a le sujet des applications hybrides et comment est-ce qu'on couvrira la fragmentation du parc, etc. Mais sur le principe du site mobile, tu l'as dit dans ton explication, si on parle de fréquence et qu'on parle de leverage, toutes les capacités des terminaux, évidemment, c'est l'application qui est reine et qui représente 80% des usages. Mais c'est vrai en France, c'est pas forcément vrai dans d'autres pays à l'étranger. Et donc nous, quand on fait des campagnes en Argentine ou au Mexique ou au Brésil, l'iPhone là-bas c'est un produit de luxe et il y a une pénétration extrêmement faible, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu es très orienté toi aujourd'hui transactionnel, m-commerce, donc là encore les applis sont justifiées, mais nous on fait aussi beaucoup de campagnes marketing événementielles et la présence sous forme d'application n'est pas forcément justifiée. Je prends un exemple par exemple. Pour une campagne pour Fanta, More Fanta, Less Serious, une campagne où on doit vraiment faire vivre cette plateforme publicitaire sur le mobile, on fait une interaction qui permet d'appeler un pod d'une façon anonyme avec une voix transformée. Bon. On fait 650 000 appels, donc déjà il y a d'autres, il n'y a même pas que l'internet mobile et les applis, il y a encore d'autres, il y a le SMS, il y a la voix, ça marche encore très bien. Faire 650 000 appels en France en 6 semaines, c'est énorme, et à l'issue de chacun de ces appels, la personne reçoit un SMS et peut aller écouter sa conversation enregistrée, son délire avec ses potes, et donc il va sur un site mobile, on a des taux de transfo de 40%, donc c'est énorme, donc c'est tout de suite des volumes colossaux, et tu ne pourrais pas l'avoir sur des applications parce que de toute façon c'est du one-shot par définition, le mec va écouter sa conversation et il ne va pas se farcir d'installer une appli pour écouter une fois une conversation, c'est tout à fait suffisant d'avoir quelques pages mobiles pour écouter ça, voter, partager sur Facebook, et donc il y a toute cette partie des usages qui est hyper importante à prendre en considération. C'est un peu moins vrai en France, qui est un pays assez avancé en termes d'usage, où en plus de ça, l'iPhone représente une part de marché absolument énorme en termes de trafic et de bande passante. Mais c'est important, le site mobile, sans parler des applications hybrides, demain encapsulées, des web apps dans des coquilles, etc. Juste le bon vieux site mobile avec sa HTML, il a encore quand même, dans certains contextes, un vrai succès. Question. Juste pour compléter, non seulement le site mobile a un certain succès, mais il représente une part non négligeable du trafic et une croissance assez forte. Je suis désolé que tu n'aies pas beaucoup de clients médias dans tes clients, mais les sites médias font énormément de trafic sur Internet mobile. Et ce que relevait Antoine, effectivement, l'aspect taux de pénétration de l'iPhone en France n'a rien à voir avec ce qui se fait même en Allemagne ou en Angleterre. Donc si on veut adresser tout le monde à un coût relativement plus réduit, on n'a pas le choix et les utilisateurs le rendent bien. Je crois que définitivement, un consommateur, il se connecte à Internet et il attend un service quand il appelle une marque sur Internet, qu'il soit sur son mobile, sur sa tablette ou sur son ordinateur. Et qu'aujourd'hui, une application, à moins de l'avoir téléchargée, si tant est qu'elle soit disponible sur le store, disponible sur son téléphone, on n'est pas forcément accessible. Et je pense que de plus en plus, l'utilisateur attend de sa marque qu'elle soit accessible en toutes circonstances. Et le site mobile répond bien à ça, mieux que l'application, bien que l'application ait tout un tas d'autres avantages. Et après, tout dépend de l'acteur. Typiquement, quand on est une banque, est-ce qu'on peut se permettre de segmenter par OS ? Non. Il faut que quand on ait besoin de consulter ses comptes et de faire un virement, on soit accessible. Et donc là, on est obligé d'être, entre guillemets, universel via le site mobile et puis ensuite de compléter son dispositif éventuellement via des applications. Donc je pense qu'en fait, tout ce débat autour des sites et des applications, il n'a pas de réponse universelle, ça dépend vraiment de l'acteur et ça nécessite en général une analyse en amont de dire qu'est-ce qui est le plus pertinent. En général, de toute façon, au final, il faudra faire un site et des applications. Il s'agit juste de comprendre quand et dans quel sens. Ok, on va avancer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Une question de la salle. Une marque peut-elle proposer une application sans service ? Qui répond ? Vision Bakélite, non. Non, Vision Bakélite, non. Alors qui d'autre ? Surtout, Antoine, quel que soit le média, quel que soit le support, je ne vois pas comment une marque peut offrir
faire une application, que ce soit web, télé ou mobile, sans service. Les applications de luxe, est-ce qu'il y a du service dedans ? La communication en général aujourd'hui s'axe de plus en plus vers le service. Communiquer uniquement en disant ma marque est bien, ça ne suffit plus au consommateur. Le consommateur veut qu'on lui offre un service. Antoine ? Tu veux que je réponde oui, c'est ça ? Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le service, il y a le contenu et il y a aussi l'expérience de marque. Mais ce qui est le moins casse-gueule, c'est de proposer un service, ça c'est clair. En gros, aujourd'hui, quand on est sur la partie service, utility, etc., on ne peut quasiment pas se tromper. Si on met en place aussi tout ce dont parlait Christophe, pour relancer les usages, pour faire en sorte qu'au-delà du premier download, il y ait une expérience. Et il est clair aujourd'hui que quand on se contente de proposer juste des expériences de marque, donc on ne peut pas qualifier de services pratiques et qui sont pas forcément, qui pourraient très bien vivre sur le web ou ailleurs et qui ne sont pas forcément justifiés d'être là sur le mobile, à part pour faire de la couverture et occuper le terrain. On voit beaucoup de marques qui présentent, et nous on travaille beaucoup sur ces sujets, on propose des expériences de marque, ça ne marche pas toujours et c'est beaucoup plus casse-gueule que de faire un service. Voilà. Mais, donc il faut juste trouver le bon contenu et la bonne expérience de marque. Bon, il y a un consensus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? En 2007, toutes les agences, y compris Bakélite, on s'est dit super, génial, on va faire des campagnes SMS absolument gigantesques parce que le SMS, c'est l'avenir. Et tout le monde a un mobile dans sa poche. Et donc, forcément, ça s'impose, c'est ça qu'il faut faire. Et on a tous fait des opérations de 400, 500 000 SMS, MMS envoyés, voire des millions parfois. Et puis on s'est rendu compte que tout ça n'arrivait de nulle part et que c'est comme si on essayait de faire des emailing dans lesquels il n'y aurait pas de lien et pas de site d'acquisition, de fidélisation vers lesquels pointer derrière. Et l'industrie du mobile s'est remise dans l'ordre finalement parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans le mauvais ordre. Et on s'est attaché finalement dans les années 2007, 2008, 2009 à construire les socles mobiles en mobilité, les socles, la promesse client des marques, donc des sites souvent transactionnels permettant de l'acquisition, de la fidélisation, de l'inscription, de l'abonnement, de la vente, peu importe. Et puis, une fois ces dispositifs installés, on a pu se remettre à faire des dispositifs dits de marque ayant finalement pour vocation de driver du trafic sur ces plateformes de marque. Donc aujourd'hui, une application ou un dispositif mobile qui n'est pas directement un service, ça peut avoir du sens, mais finalement son sens sera de driver du trafic sur une plateforme qui, elle, a un service. Très bien. Pour conclure la table, en quelques mots chacun, comment vous voyez l'évolution là, des 24 prochains mois ? Est-ce que vous, dans vos équipes, vous anticipez ces 24 mois qui arrivent là ? Est-ce que vous vous dites il y a un plan de bataille ou finalement c'est les géants qui vous indiquent le plan de bataille ? Quand je dis les géants, c'est les sociétés qui fabriquent les plateformes aujourd'hui. Il y a plusieurs angles pour répondre à cette question. Il y a un angle innovation produit qui est important et sur lequel il s'agit à la fois de trouver le bon niveau entre l'observation et la mise en œuvre. Comme on accompagne énormément de clients qui sont extrêmement héroïstes, je pense qu'il faut déjà faire en sorte que tout ce qui a été fait porte ses fruits. Donc nous, en fait, là où se porte notre priorité, c'est le fait de mettre en place tous les moyens de rentabiliser les services créés, d'en déduire en fait les évolutions et les nouveaux services à lancer. Et donc finalement, on est encore dans une période où il s'agit de démontrer le ROI en fait de la démarche mobile. Donc on essaie là-dessus d'être à la fois évangéliste et maître d'œuvre pour le compte de nos clients. En parallèle, préparer en fait tout ce qui arrive derrière. C'est quand on est chef d'entreprise dans le mobile, recruter en avance de phase. Donc actuellement, on recrute 2, 3, 4 personnes par mois. Donc on aura doublé en fait d'ici quelques mois. Et ça, c'est indispensable pour être capable en fait d'embrasser l'ensemble des opportunités qui sont en train de se présenter. Je pense qu'on a tous des pipes en fait en nouveaux clients qui sont parfois difficiles à gérer. Et pour autant, en fait, il faut dégager clairement des ressources sur une partie pure innovation. Donc, chez nous, par exemple, il y a 3 personnes
sont là en fait pour le faire. Je pense que mes camarades pourront dire de même. Ma réponse, moi, sera peut-être en 2 points. Notre premier challenge, c'est de vraiment maîtriser l'ensemble des technologies qui arrivent. Donc, si on parle des 24 mois, hein. Donc, il faut qu'on puisse offrir à nos clients des solutions, des services ou des applications qui vont tourner sur l'ensemble des plateformes. Donc, les cartes au niveau terminaux sont en train d'être distribuées. Apple, certes, en France, est assez visible, mais Android arrive très fort. Il y a Windows, il y a Nokia, il y a BlackBerry. Donc, il faut absolument, si on veut être visible et offrir quelque chose de simple et lisible à nos clients, de maîtriser l'ensemble des technologies applicatives ou sites sur l'ensemble de ces plateformes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, notre vision, nous, c'est que le mobile ou smartphone sera, dans un futur assez proche, une sorte de télécommande de tout ce qu'on fait dans sa vie. Alors, on essaye de le faire aujourd'hui un petit peu sur certains services, mais on pense que, alors évidemment, grâce au NFC, on pourra payer avec son téléphone mobile ou faire plein d'autres choses. Quand on arrivera chez soi, on sera connecté à sa box automatiquement et les services se retrouveront sur sa télé automatiquement parce que la box reconnaît que c'est vous. Quand vous arriverez près de votre voiture, les portes s'ouvrent, le chauffage se met, tout un tas de choses. Donc vraiment, les services vous suivent aussi, les services auxquels vous avez l'habitude, les services que vous utilisez régulièrement se retrouvent dans votre voiture, sur votre écran de PC quand vous arrivez chez vous devant un ordinateur, sur votre télé. Donc vraiment l'espèce de portefeuille de services qu'on a sur soi et qui se retrouve après sur tous les écrans qu'on croise dans sa vie de tous les jours. Voilà ce qu'on voit. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a eu une révolution qu'on commence à bien maîtriser, qui est la révolution des écrans. Voilà, on a vu des écrans mobiles, des écrans smartphones, des tablettes, on voit les télévisions connectées. On commence à être habitué à apprendre des nouveaux écrans et à les intégrer dans les stratégies multi-écrans des marques. Pour moi, la prochaine révolution, c'est la révolution des services, puisque encore aujourd'hui, on développe ce que moi j'appelle des applications MeToo. C'est la même application qui va faire la même chose sur l'ensemble des devices, et on se rend compte que finalement sur les tablettes, on rajoute deux, trois choses, mais globalement, on n'a pas une continuité de service. On va bien souvent reprendre son service à zéro. Et les services de nouvelle génération seront des services qui véritablement seront capables de détecter la rupture en termes d'interface dans une navigation et de continuer l'expérience utilisateur, l'expérience client, sa navigation, exactement à l'endroit où il s'en est arrêté quand il passe d'un écran à l'autre, qu'il soit capable de faire la différence entre les articles lus, les articles non lus, les articles achetés, les articles encore à acheter, etc., de l'endroit où on s'est arrêté sur son film, et d'avoir vraiment une véritable expérience dans le service, associé au service, et qui soit finalement complètement indépendant de la manière de rendre l'application à travers un écran ou un autre. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'applications comme ça, et c'est celle qu'on a très envie de faire chez Bakelite demain, c'est-à-dire l'application qui soit capable de faire transférer à la fois les contenus, mais à la fois les informations de profiling, qu'on soit sur son mobile, sur son ordinateur, dans sa voiture, ou chez des amis, une véritable continuité dans l'expérience entre les écrans, où qu'on soit. Donc moi, je trouve que je partage tout ce que vous venez de dire. Moi, j'ai un enjeu aussi sur les 24 prochains mois, étant dans un groupe qui est qu'aujourd'hui, donc le groupe Isobar a une agence qui s'appelle Marvelous, donc est diversifiée. On travaille main dans la main avec plein de structures, mais c'est pas encore intégré dans le sens où il y a encore une entité mobile à part entière. Je sais qu'on n'a pas trop le même avis sur la question, parce qu'on en avait déjà discuté, mais je pense que d'ici 24 mois, il n'y aura plus d'agence mobile à proprement parler. Et je vois d'ailleurs ce que tu disais sur la convergence des écrans et le fait qu'il y a des nouveaux écrans qui arrivent, etc. Tous les jours, il y a des gens qui viennent dans mon bureau et qui disent « Antoine, est-ce que le plan média pour Adidas sur iPad, c'est toi, ou est-ce que c'est au Cross Média? Est-ce que c'est à la presse? Est-ce que c'est au web ?» Ou alors il y a quelqu'un qui va venir qui va dire est-ce que l'application pour laser c'est chez toi ou c'est chez Chewingcom qui est une web agency ou Planète Interactive qui en est une autre. Et donc aujourd'hui on est full service mobile. Comment est-ce qu'on peut reventiler le média, peut-être le search, le référencement naturel,
la créa, le conseil, le développement. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on développe comme pôle d'expertise spécifique qui est mutualisé pour toutes les structures. Comment on fait évoluer cette offre, cette expertise mobile pour encore mieux l'intégrer. Alors qu'aujourd'hui, c'est un véhicule qui est un peu un prestataire de service pour plein de structures et sur tous les métiers du groupe. Et donc, c'est quelque chose qui est paradoxalement plus difficile à faire quand on commence avec une structure qui est déjà existante et depuis quelques années, alors que dans des pays comme la Corée du Sud ou au Brésil, dans le groupe, ou en Afrique du Sud, c'est toujours déjà des agences digitales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un positionnement mobile, elles ont toujours intégré l'offre mobile, donc elles ont quand même des ergonomes dédiés sur ces plateformes, elles ont des développeurs iOS, elles ont des développeurs Android dédiés, donc ils font que ça, mais il n'y a pas une offre spécifique mobile. Et en fait, sur des marchés qui sont plus mûrs, c'est plus difficile à mettre en place, et ça peut pas se faire non plus trop rapidement. Ça dépend de la convergence du marché aussi, et du fait que les barrières et les frontières tombent entre les différentes technologies. Merci à vous quatre. On peut les applaudir.